Alors, on va reprendre. On en est déjà à notre dernière présentation. Je vous demanderai votre attention. Les portes sont fermées. Alors, pour terminer ce séminaire qui visait à nous donner des outils pour être en mesure de mieux envisager l'avenir, on a pensé inviter 3 personnes avec une animatrice pour que ces personnes nous donnent leur point de vue. Cette année, on ne pourra pas être accusé d'être démagogue. On a choisi des gens d'horizons bien différents. Donc, on a avec nous quelqu'un qui est plus issu, qui travaille auprès des syndicats, Jean, vous le connaissez. Et on a aussi une personne qui est plus proche des milieux patronaux et une personne du milieu universitaire. Donc, nous allons avoir un panel avec ces 3 personnes-là. Pour animer ce panel, aujourd'hui, on a Michel Boisvert, qui est avec nous. Donc, Michel, qui est journaliste depuis plus de 25 ans à la presse et à la presse depuis 2002. Elle couvre l'actualité économique comme reporter et ensuite, elle le fait à titre d'éditorialiste et de chroniqueur. Depuis 2007, elle est la responsable du cahier Affaires à titre de directrice de la presse Affaires. Outre ses fonctions à la presse, Mme Boisvert a également eu pendant 7 ans une chronique économique quotidienne à la radio de Radio-Canada dans le cadre de l'émission « C'est bien meilleur le matin ». Pour l'avoir vue animer des panels, je sais que c'est aussi une animatrice hors pair et fort rigoureuse. Alors, bonjour à tous. On se penche cet après-midi dans le cadre de ce panel sur les régimes à prestations déterminées, des régimes qui ont la vie dure, on le sait, et on va regarder avec nos experts si ces régimes-là ont un avenir. Mais avant d'aborder la première question, je vais vous présenter les gens qui vont travailler avec moi aujourd'hui. Donc, M. Belleville, vous le connaissez, il vous a parlé ce matin. Tout simplement vous dire actuaire, 28 années de métier de consultation auprès du monde syndical. Madame Danielle Lamarche, actuaire elle aussi, associée chez Morneau-Sheppel depuis 1975, plus de 35 ans d'expérience. Oui, c'est donc, on a 28, 35, on a de l'expérience autour de la table. Et M. Jean Charest, pas celui qui est au Brésil, M. Charest qui est avec nous en ce moment, M. Charest, c'est un nom qui est lourd à porter par moment, j'imagine. Alors, donc, M. Charest est économiste, détient un PhD en relations industrielles de l'Université Laval. Ses recherches et publications portent sur les politiques publiques du marché du travail, les institutions en relations industrielles et le développement de la main-d'œuvre. Alors donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer comment on va faire ça. 45 minutes où on discute entre nous. Je lance des questions. Chacun des participants iront de leurs éléments de réponse. J'aimerais garder un 15 minutes à la fin pour que vous puissiez ensuite poser vos questions aux experts qui sont avec moi en ce moment. Alors donc, première question, donc, ce que je disais, est-ce que selon vous, les fameux régimes à prestations déterminées, je pense que tout le monde ici sait de quoi on parle quand on parle des régimes complémentaires, des régimes de retraite à prestations déterminées, est-ce que ces régimes-là ont encore un avenir? Allons-y avec M. Bellisier. Bien, c'est bien clair. Hein? Je pense que si on est ici pour en discuter, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'effectivement, on va les garder en place. C'est parce qu'on croit qu'il y a un avenir. En fait, des régimes à cotisation déterminée, des démonstrations ont été faites. Hein? Si on regarde une cotisation et une prestation qui va donner la même prestation à la retraite, là, celui à cotisation coûte 2 fois plus cher que celui à prestation déterminée. Ça, c'est une réalité à laquelle on ne s'est pas penché. La raison est bien simple. Vous savez, si dans la salle, là, si je vous regarde toutes, là, je suis capable de vous dire en moyenne à quel âge on va mourir. Je vais peut-être me tromper d'une couple de mois. Bien, ça, c'est un régime à prestation déterminée. Mais je te regarde, toi, là, si j'essaie de deviner à quel âge tu vas mourir, je ne le sais pas. Bien, c'est la même chose. Quand on met de l'argent dans le régime à cotisation déterminée, bien, il va falloir s'assurer le pire des cas. Le pire des cas, des fois, c'est 120 ans exécrable. OK? Et, alors, moi, je crois que ces régimes-là, s'ils sont bien défendus, OK? Ces régimes-là sont les régimes
qu'on doit maintenir. D'ailleurs, je veux dire, la Régie des rentes du Québec, là, avec son régime public, c'est un régime à prestations déterminées. Mais vous en convenez, c'est un régime qui a de graves difficultés en ce moment. Ah ben oui, c'est sûr. Évidemment, si on ne fait rien, mais je ne veux pas jouer au prophète de malheur, là, mais si on ne bouge pas, si on ne va pas de l'avant, si on n'est pas un moteur, ben moi, je vous dis que dans 3 ans et quart et 2 mois, bien, à ce moment-là, je veux dire, ces régimes-là vont être totalement effacés de la carte. Alors que si on réagit maintenant, moi, je pense que des régimes qui ont été terminés, qui ont été transformés en cotisations déterminées, bien, on sera en mesure de les ressusciter, on sera en mesure de les transformer. C'est un second départ. Je me tais. Vous m'avez vu. Oui, parfait. Madame Lamarche, selon vous, est-ce qu'il y a un avenir encore? Je souhaite qu'il y ait un avenir. Je souhaite parce qu'effectivement, comme Jean le dit, c'est le meilleur moyen pour assurer, garantir la retraite. Puis c'est drôle l'exemple que tu as donné pour la personne qui meurt à cotisation déterminée, parce que moi, j'ai un ami qui n'a pas de régime à prestation déterminée, puis il dit, « Tu es actuaire, toi, dis-moi donc quel âge je vais mourir que je puisse régler ma planification financière. » Puis c'est ça, toute l'incertitude, là, comment tu vas gérer tes actifs. Donc, oui, je souhaite qu'il y ait un avenir, je le veux qu'il y ait un avenir pour le régime à prestation déterminée, mais effectivement, il va falloir faire des changements, parce que dans l'état des choses actuelles, il y en a beaucoup qui ont terminé, puis même récemment, il y en a encore qui terminent ou qui convertissent en régime à cotisation déterminée. La prédiction de 3 ans et 2 mois, je ne suis pas sûre, là, mais effectivement, oui, non plus. ça regarde mal, là, présentement. Bien, on veut travailler pour qu'il y en ait un. Monsieur Charest, selon vous, c'est quoi le principal problème de ces régimes-là? Bien, le principal problème, il est venu beaucoup des questions liées au financement, évidemment, et ça remonte à un passé assez récent. Toutes ces questions-là sont revenues à la surface à partir de la crise de 2008, où là, de manière évidente, il y a plusieurs régimes qui sont entrés dans des situations plutôt critiques. Et comme dans beaucoup de cas, on a attendu en se disant ça va passer, et qu'il n'y a pas eu de mesures de redressement prises assez rapidement, bien là, les choses ne se sont pas rétablies si vite que ça. Alors, la crise s'est juste accentuée et ça, c'est une partie du problème. Mais c'est une partie importante du problème parce que rappelons-nous qu'il y a une dizaine d'années, et plusieurs gens dans la salle ici vont s'en rappeler, il y a une dizaine d'années, on ne discutait pas de la crise des régimes de retraite. On discutait de qu'est-ce qu'on fait avec les surplus actuariels. Comment est-ce qu'on... Quelle mesure de bonification? De combien d'années on peut devancer l'âge de la retraite? On permettait à des gens de partir plus tôt. On donnait des congés de cotisation. Les employeurs prenaient des congés de cotisation. Alors, la situation a changé assez rapidement, en très peu de temps. Le danger, à mon avis, c'est d'interpréter les 25 ou 30 ou 40 prochaines années à la lumière des 4 ou 5 dernières. Parce que là, on pourrait prendre de très mauvaises décisions. Par exemple? Et je pense qu'en particulier, quand il y a des employeurs décident de fermer des régimes ou littéralement de s'en aller vers des régimes à cotisation déterminée plutôt que des régimes à prestation déterminée, je pense que parfois, il y a des décisions qui sont prises avec, à courte vue. On se base sur une expérience très courte, très récente, et on se dit, il y a une opportunité pour réduire nos coûts du point de vue de l'employeur. On va aller vers de nouveaux régimes, on va fermer le régime à prestation déterminée. Je pense qu'il faut y penser 2 fois avant de faire de telles choses, surtout si on se dit que d'ici une dizaine d'années ou à peu près, il devrait y avoir un peu plus de concurrence sur le marché du travail du côté des employeurs. Et moi, pour attirer la main-d'œuvre. Et moi, je pense que d'ici une dizaine d'années, les employeurs qui vont être en mesure d'offrir les meilleurs avantages sociaux, pas juste les meilleurs salaires, mais les meilleurs avantages sociaux aux travailleurs et aux travailleuses, vont mieux s'en tirer sur le marché du travail que les employeurs qui vont peut-être avoir mis la hache un peu trop vite dans certains régimes, dans certains avantages, notamment les régimes de retraite. Donc, on s'entend tous, ces régimes-là sont en crise actuellement. Les pistes de solutions, si on les regarde. Crise, là, mais il faut faire bien attention. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de pensée magique, là. Hein? Pensez que demain ou dans 1 an ou dans 2 ans, les marchés vont se rétablir et ça va être beau. En une semaine, ça a planté de 4 les marchés d'actions, là. Hein? Regardez, il ne faut pas oublier le mal chronique. On a un mal chronique, mais on a une phase aiguë. Là, on peut peut-être passer à travers la phase aiguë, là, mais le mal chronique est là. Et le mal chronique est? Le mal chronique, c'est la volatilité des rendements. C'est l'exemple des bobettes que je vais donner un matin, là. OK? C'est ça, le mal chronique, là.
OK? Puis ça, il faut se protéger contre ça, puis il faut agir avec ça. Oui, puis Madame Lamarche? on parle d'une dizaine d'années. La première crise qu'on a vécue, c'est 2001-2002. C'est là que ça a commencé. Puis, mais, tu sais, après ça, 2003, 2004, 2005, ça a été On a beau, pensé, les rendements, ça y est. on a tout oublié. Mon Dieu qu'on a oublié vite. Après ça, est arrivé 2008, puis là, on s'est dit, oh mon Dieu, ça fait mal, là, 2008. Puis là, il est arrivé, moi, je travaille plus dans le domaine municipal, bon, des mesures d'allègement pour dire, oh, c'est vrai, vous avez un déficit, mais là, on va vous permettre de verser juste un tiers des cotisations pour amortir ce déficit-là au lieu de verser 100 Tu sais, en disant un tiers, avec la prémisse probablement sous-entendue, bien, les marchés vont probablement se recorriger, puis tu n'auras pas besoin de refinancer ces montants-là. Mais là, arrive 2011, tu sais, tu as utilisé le mot pensée magique parce que c'est exactement ce que j'avais, là. Oui. Ça ne s'arrangera pas tout seul. Il faut arrêter de penser que tout va s'arranger. Bon, l'espérance de vie qui s'améliore, peut-être qu'il va y avoir un problème d'antibiotiques puis qu'on va tous mourir plus tard, mais Faites quand même. référence à un journal que je connais. Oui, puis Ouais, c'est parce ça, qu'il en a j'ai parlé ce utilisé ce matin, matin. là. Il a dit ça. Mais le fait que les gens vivent plus longtemps, c'est sûr que ça coûte plus cher. Moi, un exercice que j'ai fait, qui était intéressant, puis peut-être que ça a rapport avec ton affaire de bobette, mais d'un autre aspect. Quand on finançait des régimes de retraite à la fin des années 70, début des années 80, j'ai regardé des évaluations actuarielles que je signais à l'époque. On se posait un taux de rendement attendu de 8 puis on étudiait une table de mortalité basée sur l'expérience de l'année 1971. Hein? Puis, alors que maintenant, on est à 6 et moins de rendement attendu, puis on a la table basée sur 94, puis qui fait des projections d'amélioration d'espérance de vie. Le coût d'une rente à 60 ans, là, évalué maintenant par rapport à ce qui était la même rente, le même montant, c'est 30 plus cher. C'est que, tu sais, la réalité est rendue bien différente de ce qu'elle était à l'époque, puis c'est ça. Oui, vas-y. Je voudrais rajouter quelque chose. Ce que je crains le plus, c'est que dans les 2 prochaines années, ça se rétablisse. Oui, parce qu'on oublie tellement vite les mauvaises nouvelles. On va oublier, puis ce qui va arriver, c'est que les employeurs, eux, n'auront peut-être pas oublié, puis qu'ils vont terminer les régimes, parce que s'ils terminent aujourd'hui, ils sont obligés de payer les déficits à moins de se glisser sous la protection de la LACC, là. Mais s'ils terminent le régime, pensez-y, là, il faut agir, parce que si ça s'améliore, on est dans de sales draps. Ça va être encore plus fort, le désir de terminer nos régimes à prestations déterminées. Alors, si à ce moment-là, on n'a pas apporté des solutions, on est fait à l'os. Bien, parlons de solution. Monsieur Charest, une première avis. Les solutions, elles sont nécessairement multiples. Et en plus, je dirais, elles sont, comme on dit souvent, à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas mettre tous les régimes dans le même bain. Il y a des régimes qui se portent très bien, il y en a qui sont dans une situation catastrophique. Alors, il y a toutes sortes de situations et... Donc, l'erreur serait d'essayer d'appliquer une solution uniforme? Oui, exactement. Alors, moi, je crains beaucoup, quand on parle de la crise des régimes, je dis attention, là, il n'y a pas une crise des régimes, il y a une situation problématique qui frappe, on pourrait dire, plusieurs régimes, mais il faut faire très attention de ne pas tous les mettre dans le même bain. Et donc, les solutions ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des régimes. On entend souvent à la télévision, dans les médias, des cas de régimes qui sont particulièrement dans des situations critiques où parfois on se dit est-ce qu'il y a même quelque chose à faire dans de tels cas? Mais ça, ce sont plutôt des exceptions. De manière générale, il faut considérer qu'il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans des régimes. Les cotisations, les prestations, l'âge de la retraite, le niveau des prestations, la question de l'indexation des prestations et ainsi de suite. Et je pense qu'il appartient à chacun des cas, à chacun des régimes, de regarder quels sont les différents paramètres avec lesquels on peut jouer pour assurer la pérennité de ces régimes-là. Penser qu'on va avoir une sorte de solution magique qui va s'appliquer à l'ensemble des régimes et qui va régler les problèmes, ça me paraît trop simple. Si disons, on regarde parmi les paramètres, disons, côté financement, quelle serait, à votre avis, la solution la plus intéressante à envisager? Bien, changer de pelle. Changer de pelle. Oui, arrêter de pelleter vers le futur, se créer des marges. J'en ai parlé un matin. Pour moi, c'est la solution. Au niveau financement. Au niveau financement, il faut d'avance reconnaître le fait que
Hey, puis j'aime bien ça, le débat, là, ce que tu dis. Au moins, ça amène de l'animation. Tous les régimes sont malades. Tous les régimes, même ceux qui semblent en santé. Hein, je l'ai dit, puis je le martèle, puis j'y tiens, puis vous ne me ferez jamais changer d'idée. On n'essayera pas. Non. Mais, alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord, tout de suite, immédiatement, se garder des marges pour protéger chaque nouvelle année qu'on va rajouter. Mais comment on fait ça? Ben, on fait ça soit en augmentant nos cotisations, soit en restructurant nos prestations. Vous vous rappelez, là? Et si on le fait de cette façon-là, ben, on n'est pas non plus là, imbécile, là. On n'est pas en train de donner un gros congé à l'employeur puis lui faire tapis rouge, là. Mais ce qu'on doit faire, cependant, c'est qu'on doit, compte tenu qu'on supporte un peu plus le risque, bien, l'indexation conditionnelle. L'indexation conditionnelle, c'est une merveilleuse porte qui va nous permettre de se repositionner. N'oubliez pas, là, on ne recule pas. Il n'y a personne qui va me faire croire que parce qu'on laisse aller tel bout d'âge de retraite, qu'on peut jouer un peu sur la prestation de décès, ou bien donc on laisse tomber une indexation garantie pour la remplacer par une indexation conditionnelle, parce qu'on fait un meilleur financement, qu'on recule. Pas vrai! Pas vrai! On ne recule pas, on s'assure du maintien. Exactement. éventuel Et là, Vous qui avez travaillé à une époque avec des régimes d'employeurs, est-ce que vous pensez du côté des employeurs, justement, regarder un type de solution comme ça, augmenter les cotisations, par exemple? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui est envisagé ou envisageable? Augmenter les cotisations de l'employeur, là, c'est... Oui. Les deux, des deux côtés. il y en a qui t'écoutent, fais attention. Bien, augmenter les cotisations de l'employeur, écoutez, je veux pas parler pour les employeurs, mais c'est sûr que si tu dis, es-tu prêt à payer plus, point, peut-être pas, mais es-tu prêt à payer plus, puis on va faire notre part, puis on va s'assurer que ta cotisation ne fluctuera pas, puis ça va permettre de garder un bon régime sur pied, peut-être, là. Es-tu d'accord avec la marge? Moi, je suis absolument d'accord avec la marge. Absolument d'accord avec la marge, oui. Maintenant, comment va être financé? Parce que la façon dont on se la présente, l'employeur reste tel quel, là. Il y a beaucoup de débats. Il y a des employeurs qui trouvent que déjà le régime, au départ, il leur coûte trop cher, que les employés en financent pas une assez grande partie. Tu sais, je regardais le budget de l'Ontario, où il parle d'arriver à un partage 50-50, puis 50-50, on ne veut pas augmenter les coûts, donc on va diminuer les prestations futures. C'est-tu le budget fédéral aussi qui veut s'en aller dans les régimes de la fonction publique, un partage Oui, des aussi. coûts 50-50 aussi? Je ne sais pas, je suis en Floride. Ah, Il ben, l'a c'est annoncé, mais ça reste à être négocié. Mais le partage du financement, c'est une des modalités qu'il faut envisager effectivement. Et les régimes sont très variables là-dessus. Là. Dans certains régimes, on est presque à part égale, contribution employeur, contribution travailleur, alors que dans d'autres régimes, la part des employeurs peut être beaucoup plus importante que la part des travailleurs. Alors là aussi, il faut regarder selon les différents cas de figure, mais ça ne me paraît pas reculer, comme le disait mon collègue, là, que d'imaginer qu'on puisse jouer dans certains paramètres, y compris dans l'équilibrage entre la part employeur et la part des travailleurs, parce que ces mesures-là qui seraient prises visent essentiellement à sauvegarder les régimes. Alors, on ne recule pas si on cherche à sauvegarder les régimes. On avance, on assure la pérennité de ces régimes-là. Je pense que si on est capable de discuter, ne serait-ce qu'un court laps de temps, avec des employeurs, puis en leur disant qu'on comprend, on ne peut pas ne pas comprendre quelles sont leurs préoccupations, mais que lui aussi doit comprendre les nôtres. Il comprend parce que ces cadres-là, je veux dire, tu l'as mentionné tantôt, Jean, ces cadres-là sont des cadres qui bénéficient d'un régime à prestations déterminées. Puis eux autres, là, ils ne sont pas jojo non plus quand tu dis, bon, on va s'en aller dans un régime à cotisation déterminée. Eux autres aussi ont l'impression de perdre, OK? Puis ils ont raison. Mais il y a moyen, si on dit à l'employeur, toi, tu veux stabiliser tes coûts, mais on va t'aider à stabiliser tes coûts. Puis ça se vend, puis ça s'achète, OK? Le mot, je pense, d'après ce que je comprends, c'est souplesse. Souplesse et stabilisation. Non, mais je veux dire coûts dans souplesse le de la part des différents acteurs, d'être capable de dire, oui, moi, on est d'accord, on accepte peut-être certains compromis du côté des travailleurs, à condition que l'employeur accepte certains. Je pense qu'on est rendu à une époque, compte tenu de la maladie chronique, qu'il faut faire preuve d'une certaine souplesse. Je me trompe? Ben, non, c'est tout à fait ça. Il faut être souple, mais il faut être vigilant. Tu sais, parce que tu sais, dans cette discussion-là, on a toujours vu des régimes de retraite. On
on demande à la table, on fait des grèves pour avoir un régime de retraite. Aujourd'hui, il faut essayer de le voir d'un œil différent. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser manger la laine sur le dos, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être capable de travailler ensemble. Vous savez, la négociation raisonnée, j'ai toujours des réserves là-dessus. À partir du moment où les partis sont de bonne foi, puis il me semble que la terre est mûre, les employeurs n'ont le ras-le-bol, puis nous autres, on voit, avec tous les exemples qui sont passés, à quel point ça peut être dommageable de perdre un régime de retraite. Hey, les gens d'Abitibi, ils l'ont eu chaud, les autres aussi. Les gens de Fraser, puis là, c'est dans le papier parce que c'est du privé, là. Mais il y a des régimes aussi qui vont bien, Eux autres aussi sont en danger, qui doivent regarder. Vous savez, le risque, là, c'est quelque chose que nous, humains, pauvres humains, on n'est pas capable d'intégrer dans notre vie. On le comprend, mais on n'est pas capable. On ne veut pas. On a de la misère. On en a des exemples quotidiens. Prenez à vélo, hein? Fameuse campagne, il faut porter le casque de vélo. Ben oui, moi non. Regarde là. Tant qu'il n'y en a pas un, les statistiques, on les voit. Hein? Les statistiques démontrent clairement que si tu as un accident, tu tombes, tu n'as pas ton casque, tu as des blessures graves. On le sait statistiquement, on ne l'a pas vécu. Et là, quand c'est quelqu'un de notre famille proche, bien, quelqu'un de notre famille proche, là, qui a un accident, qui est dans le coma, puis qui peut même en mourir, bien, c'est pas long que dans la semaine qui suit, on a tous nos chapeaux, on a tous nos casques. Bien, c'est le même qu'il faut voir le danger qui menace nos régimes de retraite. Un vrai danger. Le risque, là, c'est pas quelque chose qui, quand ça arrive, c'est quelque chose qui fait mal. Nous autres, on le voit comme quelque chose qui, ça arrive tellement peu souvent qu'on n'a pas d'affaire à s'en occuper. Erreur! Quand on parle du coût aussi des régimes, et je comprends que pour les employeurs, c'est une préoccupation importante de faire attention à l'augmentation des coûts, il faut considérer aussi que les coûts des régimes de retraite, ce pas des coûts qui sont isolés de l'ensemble des coûts salariaux. Alors, quand on négocie autour des paramètres d'un régime de retraite, généralement, c'est parce qu'on est en train aussi de négocier sur les salaires, sur les assurances, sur un ensemble d'avantages sociaux, sur l'ensemble des conditions de travail, sur les heures de travail et ainsi de suite, sur les horaires de travail. Alors, il faut être capable de situer l'augmentation éventuelle des coûts reliés, par exemple, au régime de retraite par rapport à l'ensemble des coûts. Et il se peut donc qu'à un moment donné, on fasse le choix, y compris comme travailleur, de dire, pour assurer la survie de nos régimes, à cette négociation aussi, et pour les 3 ou 4 prochaines années, on va plutôt mettre l'emphase sur la protection des régimes de retraite. On sait que ça va coûter plus cher. Et forcément, quelque part, comme ce sont des vases communicants, les augmentations de salaire vont être moindres, peut-être pour les 2-3 prochaines années, ou les augmentations liées à tel autre bénéfice vont être moindres aussi. Si on situe, je pense, les coûts dans leur ensemble, c'est plus facile du point de vue des employeurs d'envisager. Si on leur présente la chose en disant « Voulez-vous payer plus cher pour le régime de retraite? Voulez-vous payer plus cher pour la main-d'œuvre? Voulez-vous payer plus cher pour la formation de votre main-d'œuvre? Voulez-vous payer plus cher pour les assurances? » La réponse, c'est non tout le temps. Oui, mais c'est pas différent là, de ce qu'on a fait depuis 10 ans. Depuis 10 ans, quand on négociait pour qu'on voulait avoir quelque chose dans le régime de retraite, combien de fois l'employeur a dit « Je te le donne, mais au lieu d'avoir 2,5 d'augmentation, je vais t'en donner 1,75 ». Absolument. Ça a été fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis de marge là-dedans. Exactement, c'est ça. C'est qu'il faut. L'employeur, 1 d'augmentation de salaire, ici, c'est combien? 1 dans le régime de retraite, ça peut se ramasser 2-3 plus tard. Là. Ouais. Alors, il faut trouver une solution gagnante pour tout le monde. On a parlé financement, prestations. Madame Lamarche, ça pourrait être quoi, par exemple, une solution au niveau des prestations? Y a-t-il des façons différentes d'envisager le versement de la prestation? Le versement, bien, en fait, tout le principe de marge qu'a expliqué en long et en large Jean, de façon très... oui, oui, c'est vrai, il se promenait comme ça. Toute sa présentation, voyons, la création de marge avec l'indexation conditionnelle. Donc, tu as des marges. Si le régime est en bonne situation, tes marges sont suffisantes, tu dis, OK, je vais pouvoir donner de l'indexation à ce moment-là. Et le gros avantage que ça a, c'est de permettre à tous les partis, bien, je répète ce que Jean dit ce matin, là, mais c'était tellement bien dit. Je te remercie, Daniel, je te remercie. Les participants actifs et les retraités se trouvent à finalement supporter les coûts tout l'ensemble des coûts reliés à la volatilité des cotisations du régime.
Bon, maintenant, si on est pour... si on a à trancher dans les prestations, moi, celle que je vois, c'est l'âge de retraite. Mais encore, je suis d'accord qu'il y a des métiers où c'est plus difficile de dire qu'on va faire partir les gens plus tard, mais il y en a d'autres où c'est plus facile. Puis, moi, je fais du travail de bureau. Je travaille encore. Puis Jean aussi, tu étais un bon exemple. Hein? Ben non, mais Il nous a dit son âge. Alors, oui, mais je ne dirais pas son âge. Mais Merci, en tout cas, Daniel. tu sais, nous sommes Sinon, arrivés je à le un tiens. âge de cheveux gris où nous travaillons encore. Et oui, mais la barbe grise dans ton cas, d'accord. Ça fait que donc, c'est ça, repousser l'âge de retraite, c'est quelque chose qui est intéressant. Ici, il pouvait y avoir des facilités de l'ouverture pour permettre du travail à temps partiel. C'est beaucoup plus facile quand tu arrives à la soixantaine de dire, ou à 55 ans, supposons dire tu vas travailler à horaire réduit, 4 jours au lieu de 5 jours. Mais je comprends que dans certaines catégories d'emploi, c'est pas facile de faire ça, mais ça aiderait beaucoup à reporter l'âge de la retraite. M. Charest, vous avez l'air Moi, d'accord avec ça? je suis un peu sceptique sur la question du report de l'âge de la retraite d'une manière obligatoire. C'est-à-dire, je ne suis pas contre le fait que les gens puissent travailler plus longtemps s'ils le désirent, s'ils ont les conditions pour le faire, et ainsi de suite. Le problème, c'est que le débat, de la manière dont il est présenté, surtout actuellement à Ottawa, avec les mesures qui ont été annoncées, et on les annonce pour dans 20 ans ou à peu près, donc c'est comme si on se disait, bon, ça ne nous préoccupe pas trop, c'est pour dans très longtemps. C'est que là, on présente la chose de manière obligatoire. On se dit, les gens vont attendre 2 ans de plus pour recevoir les prestations du PSV, du régime de prestations de la sécurité de la vieillesse au fédéral. Ça, je trouve ça beaucoup plus problématique. Parce que là, quand on fait ça, on est en train de contraindre les gens à devoir soit travailler plus longtemps, ou soit à se trouver une sorte de revenu, en quelque part, pendant les périodes où ils ne pourront plus travailler et où ils n'auront pas encore accès à l'âge de la retraite. Alors, il faut faire attention, mettre de la souplesse, j'ai aucun problème avec ça. Si dans des régimes, on dit à des gens, vous pouvez continuer à travailler plus longtemps, peut-être sur des régimes à temps partiel, avec des horaires modifiés, dans des fonctions variées aussi, dans l'entreprise, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut bien comprendre, je ne parlais pas de reporter obligatoirement l'âge de retraite. C'est juste de donner moins de subventions à la retraite anticipée. Oui. Parce qu'on voit plein de cas, là, des gens qui décident de partir à 55 ans parce que s'ils partent plus tard, ils vont perdre finalement dans le régime de retraite. Ils ont droit à leur pleine rente à compter de 55 ans. Ça fait que c'est sûr qu'ils partent avec leur rente, puis dans ils vont travailler ailleurs. Oui, exactement. Double dipping. Bon, tu l'as dit pour moi. Ça, c'est des avantages. Ça, ce sont des avantages qui, effectivement, je dirais, appartiennent un peu au passé. Hein. Tantôt, on disait, les régimes ont-ils un avenir? Comme je disais à la blague, oui, ils ont un avenir, mais ils ont aussi un passé. Et il faut en tenir compte parfois. Il est vrai que les bénéfices, par exemple, de pouvoir partir à l'âge de 55 ans pour aller travailler ailleurs, dans beaucoup de cas, il faut peut-être repenser à ça. Mais j'avais compris que dans votre cas, vous ne proposiez pas l'allongement obligatoire de l'âge de la retraite, mais il faut savoir, et on le sait, que dans le débat public, c'est de plus en plus énoncé, le gouvernement lui-même le fait, et ça fait un petit peu son chemin, cette idée-là. Là. Et moi, je dis, faisons très attention à ça. Là. On est rendu, c'est comme si on essayait de nous convaincre que le fait que l'espérance de vie a augmenté un peu fait en sorte qu'on va devoir travailler plus longtemps. Peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu des deux, là. C'est-à-dire pouvoir vivre un peu plus longtemps et en santé, et peut-être aussi pouvoir prendre sa retraite à un âge convenable. Reporter automatiquement l'âge de la retraite, c'est sûr que financièrement, ça va coûter beaucoup moins cher, mais il faut faire attention à ça. Là. Il ne faut pas confondre entre ce que le gouvernement Harper veut faire, de 65 à 67, où on est à des âges, là, où déjà 65 ans, c'est pas mal vieux. OK? OK? Et dans nos régimes de retraite, et ça sans compensation, alors que quand on dit comme mesure, comme avenue de solution dans nos régimes, nos régimes, là, c'est plus un âge de retraite sans réduction à 65. On en a beaucoup qui sont à 60 ans, oui. Et on en a quand même un maudit paquet aussi qui sont avant 60 ans. D'une part, donc, on ne parle pas des mêmes années. Puis le deuxième élément, c'est que ce report-là, ça va faire quoi? Ça ne fera pas ce que dans Harper, là, veut dire, il n'y en a même pas besoin de façon pour la santé financière du pays.
ces changements-là à PSV. Il n'y en a même pas besoin. OK? Ça a été marqué, puis c'est écrit dans les journaux. C'est écrit dans les journaux, ça doit être vrai. OK? Alors que nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de se créer une marge pour, ou bien donc se donner de l'oxygène pour se protéger contre des hausses de cotisations, parce que même si c'est l'employeur qui augmente ses cotisations, donc là, je veux dire, c'est la même poche, hein, tu l'as mentionné, il va venir nous rechercher ailleurs, on ne saura pas où, mais il va venir nous chercher ailleurs, ou bien se donner de l'indexation. Alors, ce n'est pas le même genre, ça a l'air la même chose, reculer l'âge de retraite, là, mais attention, là, c'est deux mondes totalement différents. Il aurait dû attendre avant de l'annoncer que j'aille présenter le rapport de l'âge de retraite un matin. Okay. Écoutez, une des questions auxquelles on tenait beaucoup ici, si vous étiez à la tête du comité d'experts, on sait qu'il y a un comité d'experts maintenant au gouvernement qui réfléchit justement à l'avenir des régimes d'employeurs, quelles devraient être, selon vous, les 2 ou 3 recommandations que vous aimeriez voir adoptées par le gouvernement? Seulement? On va se limiter à ça. Allez-y, M. Charest. Je peux y aller. Puisqu'on parle de gouvernement avec un autre on a beaucoup parlé des régimes complémentaires depuis tantôt. Je pense que c'est une question importante. Ça ne couvre pas l'ensemble des situations parce qu'on sait, c'est loin d'être tous les travailleurs qui ont accès à un régime complémentaire, mais le mot le dit, ce sont des régimes complémentaires. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir à la protection du revenu vers la retraite sans mettre dans la discussion les régimes publics. Alors, le comité d'experts qui a été créé, moi, j'espère qu'ils vont mettre de l'avant une réflexion qui va tourner autour de la bonification du régime des rentes du Québec. C'est le seul régime universel que nous avons pour l'ensemble de la main-d'œuvre. C'est, à mon avis, la meilleure façon de bonifier la préparation à la retraite pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Ce régime-là, actuellement, il est fort bien, c'est une bonne base, mais il est trop limité dans sa portée, dans le revenu qu'il assure. Alors, c'est la meilleure façon, à mon avis, donc, d'assurer la préparation à la retraite de l'ensemble de la main-d'œuvre et probablement d'enlever un peu de pression sur les régimes complémentaires, justement. Alors, moi, si j'avais une recommandation à soutenir, ça serait celle-là. Je pense, et je sais, j'ai entendu hier le président de la FTQ en faire mention, je sais que la FTQ fait campagne pour ça. Moi, je suis de cet avis-là. Il faut penser à améliorer le régime des rentes du Québec. Donc, vous seriez donc déçu si cette question-là était complètement balayée de côté dans ces comités Je ne vois pas comment le comité d'experts pourrait la mettre de côté, cette question-là. S'ils font fi de cet aspect-là, ça veut dire que toute leur réflexion va porter sur quoi? Sur les régimes complémentaires seulement? Ils vont juste, de cette façon-là, mettre plus de pression sur ces régimes-là qui ne peuvent pas supporter l'ensemble de la problématique de la retraite. Non plus que l'épargne individuelle, hein, parce que si on va à l'autre extrême, là, il y en a qui sont les tenants de la responsabilité individuelle. Chacun doit se préparer avec ses REER et son épargne personnelle pour sa retraite. C'est comme ça qu'on doit assumer. Moi, c'est de la folie furieuse, cette histoire-là. Là. On sait que ça ne fonctionne pas. Les REER existent depuis 1957. Ce n'est pas d'hier, là. Combien il y a de Canadiens qui ont des REER? On connaît les chiffres là-dessus. C'est une minorité. Alors, l'épargne individuelle a des vertus, mais elle a des limites. Les régimes complémentaires sont très importants comme pierre d'assise, et surtout les régimes à prestations déterminées, parce que ce sont les meilleurs. Mais fondamentalement, les régimes publics, le régime des rentes du Québec en premier lieu, doit être bonifié. Est-ce que ça passe par une nouvelle façon de penser la cotisation employeur-travailleur? Moi, je pense qu'il faut avoir de l'ouverture là-dessus. Mais, à mon avis, le comité d'experts ne peut pas passer à côté de cette question-là. Madame Lamarche? Je vais parler d'autre chose. Bien sûr. Moi, je vais revenir plus au régime complémentaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont étouffées là, par les paiements de solvabilité parce que le problème de solvabilité est assez aigu ces temps-ci. Il faudrait peut-être revoir la façon d'évaluer la solvabilité des régimes de retraite, peut-être utiliser
des normes d'évaluation différentes que ce qui est pris présentement. Par exemple, quand tu as des rentes indexées, il faut quasiment que tu utilises des obligations à rendement réel, qui est des rendements excessivement bas, que ça n'a aucun bon sens. Ça te majore un déficit, ça. Puis peut-être revoir aussi le fait d'utilisation du taux des obligations du gouvernement pour évaluer la valeur des engagements sur base de solvabilité. Puis peut-être aussi la période d'amortissement. Si, tu sais, là, on n'arrête pas d'avoir des prolongations de 10 ans. Peut-être que 10 ans devrait être la norme plus que 5 ans. Il y a ça. Il y a l'autre chose, être capable d'avoir tout ce que Jean proposait, tout le mécanisme là, de constitution, de marge, d'indexation, de prestations conditionnelles à la situation financière du régime, que tout ça puisse être facile à faire, les partages de coûts avec les participants, régler le problème de la règle du 50 que Jean a à peine abordé, le fait que plus tu augmentes les cotisations des participants, plus ton régime coûte cher, donc trouver aussi une solution à ce problème-là. Et finalement, puis là, je me demandais, j'étais pour la dire, parce que ce matin, je proposais ça à mon mari, n'est-ce pas, qui est un retraité, puis qui est actuaire comme moi, puis je ne sais pas si je vais être capable de rentrer à la maison ce soir, peut-être qu'il va changer les serrures, ou peut-être que je vais coucher dans une autre chambre. En tout cas, là, Jean a parlé tout le long de sa présentation on oublie le passé, là, on fait les marges juste pour le futur, on oublie le passé, mais on a aussi un problème pour le passé. Et dans l'état de la législation actuelle, tu ne peux pas changer le passé sans le consentement des participants actifs, le consentement individuel. Chaque personne signe comme quoi elle est d'accord pour qu'on réduise ses droits et tu ne peux pas réduire les droits des retraités. Est-ce que ce ne serait pas une solution, puis là, je ne vous dis pas de faire ça en sauvage, là, mais d'ouvrir la porte à la possibilité de réduction des droits acquis. Dans le cas des employés actifs, de concert avec l'association, le syndicat qui les représente. Dans le cas des retraités, c'est sûr que c'est plus compliqué. Est-ce qu'on ne pourrait pas suspendre, par exemple, de l'indexation pendant une période de temps quand le régime est indexé à 100 puis qu'on est là, et là, je vais être vulgaire, passez-moi l'expression, dans la marge jusqu'aux oreilles? Ça ne pourrait pas aider à régler un peu le problème de la situation actuelle. Fait que, je ne sais pas, allez-vous me laisser sortir une fois que j'ai dit ça, là? Mais vous n'avez pas été applaudi comme M. Charest. Non, bien non, je ne comprends pas. C'est certain que ce que tu amènes, on a une grosse problématique. Et évidemment, on le voit, puis on va le vivre, je crois, par rapport aux participants actifs. Les retraités, c'est un élément beaucoup plus délicat. Mais j'en conviens que c'est une piste qui, tranquillement, je pense, va faire son chemin. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui, pour ses cadres, a modifié le service passé? Dans une récente modification, encore une fois, j'étais encore trop loin, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qui a été fait vraiment, là. Mais ce matin, je parlais jusqu'ici, hein? Jusqu'à ce jour, ouais, c'est ça. Est-ce que le futur, je ne sais pas le futur, qu'est-ce que ça va être, OK? Qu'est-ce que je verrais, moi? Vous savez, actuellement, on l'expérimente, et la Régie des rentes aussi l'expérimente. Vous savez, la Régie des rentes, à un moment donné, on appelait ça la fameuse loi 1 de la Régie des rentes. La loi 1, il y en a une à chaque année, là, tu sais. Mais une loi 1 qui, quand un régime se termine, l'employeur est en faillite, la Régie dit, écoute, envoyez-moi tout l'actif des retraités. Moi, je vais continuer à payer des rentes pour des retraités, évidemment, des rentes réduites selon le ratio de soldabilité, parce que l'employeur est en faillite. Mais je vais continuer à payer ça. Puis à un moment donné, quand les marchés vont se rétablir, etc., je vais pouvoir, au moment opportun, selon la Régie des rentes, acheter, et de sorte que, acheter des rentes auprès d'assureurs. Il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, le SCEP avait mis de l'avant une idée, avait lancé une idée. Une idée, là, c'est comme une graine, là. Il faut que ça germe. Et l'idée était un peu celle-là, de dire que pas seulement pour les régimes qui terminent, mais ensemble, tous les régimes. Voyez-vous, quand, par exemple, des gens qui sont dans des régimes à cotisation indéterminée, des retraités, ceux qui s'en vont en retraite, qu'est-ce qu'ils font quoi? Ils s'en vont avoir un assureur pour s'acheter une rente s'ils veulent avoir un assureur, ou ben non, ils s'en vont placer ça dans des véhicules financiers où ils sont seuls responsables, qui encaissent tous les coûts. Bien, on a une façon de faire différente, à mon sens, qui est possible. C'est qu'on crée un fonds, je dirais, national. Un fonds où, à ce moment-là, tous les retraités
pourrait s'en venir. Un fonds où il y aurait des marges, un fonds où on pourrait protéger beaucoup plus nos retraités. Et, sans rentrer dans le détail, ça viendrait donner un peu de répit, d'air aux normes de solvabilité. Au lieu d'avoir des normes de solvabilité à du 3 bien, on pourrait en avoir à du 5 parce que cet argent-là serait investi d'une façon un peu plus conservatrice, parce que là, on a affaire à des vieux, des retraités, c'est clair, là, c'est des gens en haut de 65, OK? Mais quand même, là, on serait en mesure de mettre en place un système qui va éviter de se faire plomber auprès des compagnies d'assurance, qui va donner un break au niveau des normes de solvabilité. Et je vous dis, là, ce que je vois aller, là, la Régie est en train d'examiner, elle est pognée avec un paquet de terminaisons de régime, puis là, elle est en train de jongler. Ça, c'est même pas la Régie qui a dit ça, là. Je le vois. Vous savez, la tentation, là, bien, je sens qu'ils sont tentés. J'espère. OK? Mais qu'à ce moment-là, on va être en mesure d'avoir ce genre de fonds-là, puis on va mieux protéger nos retraités. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, je pense qu'il est temps, là, que je suis d'accord avec ta notion de marge, OK, là? 100 d'accord. Il va falloir que la Régie exige que nos régimes de retraite soient financés avec des marges. Hey, on en a eu des discussions, entre autres dans le dossier d'Abitibi-Bowater. On a discuté avant avec la Régie, ça va-tu faire un régime à prestations déterminées? Mais la grosse crainte, là, il ne faut pas que la Régie ou le gouvernement du Québec disent OK, on permet ce genre de régime-là, bien, les marges, ce n'est pas nécessaire. Chut, ils vont avoir passé à côté du bateau, en tout cas, ils vont avoir manqué le bateau. OK? Il faut des marges. Il faut que ce principe-là soit là. C'est pas vrai que les employeurs vont dire on va couper, on ne mettra pas de marge. No way. Ça prend des marges. OK? Avez-vous l'impression que ça va passer? Je vous entends, vous êtes très, très, très convaincant. Des marges, regarde, il y a eu beaucoup de discussions. Très prochainement, je penserais que ça soit peut-être cette semaine que la Régie va arriver auprès d'un comité qui est déjà là, d'actuaires et d'autres, par rapport à la possibilité d'avoir des marges avec l'indexation conditionnelle. Il y a eu beaucoup de représentations qui sont faites, et oui, ça, là-dessus, on est très optimiste. OK? Le résultat, des fois, il peut être surprenant. Là. Les politiciens, à un moment donné, ils déforment un peu nos pensées, parfois, mais... mais il semble y avoir un consensus. Oui, absolument. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'est une solution qui, d'un point de vue patronal et d'un point de vue syndical, créer des marges, fait consensus. OK? Alors, on a cet élément-là. Un autre élément aussi qu'il faudrait voir, il faut arrêter, là, que ce soit des régimes où l'employeur, sur le comité de retraite, a un plein contrôle. Minimalement, il faut que ce soit des régimes paritaires. OK? Il faut absolument qu'on ait des régimes paritaires. OK? Bon. Mais, vous savez, en 1990, avant 1990, c'est en 1990 que la Régie a mis comme obligation d'avoir des comités de retraite. Mais juste avant que ça entre en vigueur, il y avait ce qu'on appelait le projet de loi 58. Et dans le projet de loi 58 que le gouvernement d'alors avait mis en place, ou voulait mettre en place, il y avait l'idée de comité paritaire. Mais le lobbying des employeurs était tellement fort que c'est devenu un régime où, minimalement, il devait avoir représentation de 2 personnes, un des participants actifs, un des participants retraités. Minimalement. Bien, ça, c'est une vraie cage à homards. Une fois qu'on est rentré là-dedans, là, ça n'a rien bougé. Ça n'a pas évolué au fil, on est en 2012, 22 années. Ça n'a pas évolué, cette idée-là, d'avoir vraiment des comités paritaires. Alors là, on est en crise, on est prêt à apporter des solutions, mais à un moment donné, il faut aller chercher cet élément-là. Alors moi, je pense que ça, c'est excessivement important, cette notion-là. Une autre notion, je n'ai parlé un matin, toute la question de la prestation de départ. On l'a vécu dans des groupes qui se terminent où on a des prestations de départ qui sont différentes comme âge que l'âge de retraite. Bien, ça, il faut que ça cesse. Je pense que maintenant, il faut faire en sorte que nos jeunes puissent retrouver le goût de participer à des régimes à prestations déterminées. Puis ça, c'est un des moyens qu'on peut mettre en place pour leur dire on va arrêter de vous fourrer comme on vous a fourré dans le passé. OK? Puis ça, c'est excessivement important. Puis vous autres, vous allez avoir à faire la promotion de ça, c'est sûr. Ça, il y en a un paquet d'autres, là, je suis sûr, là. OK, là. Puis ce qui a été apporté là, je veux dire, c'est clair. Ils ont une maudite job à faire. Je ne suis pas sûr. J'ai peur que la job ne soit pas faite, comme il devrait qu'elle soit faite. Mais je pense que c'est pour ça qu'il faut pousser, puis qu'il faut jouer de lobbying, puis il faut insister, il faut être inflexible par rapport au besoin d'avoir des modifications intelligentes à nos régimes de retraite. Il faut changer de bobette. Alors donc,
nos 45 minutes sont passées. Si je comprends bien, vous avez été vite, hein? Ben oui, sûr. J'espère que vous avez eu la même impression, Ouais. qu'on ne vous a pas trop ennuyé. On vous laisse donc le temps de nous poser des questions. Vous avez devant vous 3 experts en la matière. Donc, ne vous gênez pas, il y a des micros dans la salle. Fantastique, je vois déjà des gens qui se lèvent pour venir poser des questions. Monsieur, Oui. nommez-vous, vous nommez, vous dites d'où vous venez, déjà ça va aider. Oui, là. Melvin Marquis, local 2889. On représente 3 employeurs différents dans le privé. Ça fait drôle à dire comme phrase, mais je pense que Jean Charest a volé mon punch. Parce que c'est au niveau de l'amélioration des régimes publics qu'il a mentionné. Dans la présentation ce matin de Jean, il y avait un paquet d'exemples pour dire bien, si l'employeur ou si la cotisation est augmentée de 2 on pourrait se dégager une marge de manœuvre. Moi, ce que je veux faire le lien, c'est si on avait une marge de manœuvre à dégager, ce que je comprends de la présentation, c'est que si on s'assoit et on regarde qu'est-ce qu'on fait pour le futur. Je protège mon passé, je regarde pour le futur. Si je regarde pour le futur et que j'améliore les régimes publics, si je passe de 25 à 50 sur les 47 prochaines années, donc si j'améliore les régimes publics, ça va enlever de la pression sur mon service futur. Je peux me permettre de dégager. Fait que j'aime autant mieux peut-être mettre 3 dans l'amélioration des régimes publics pour l'avoir, cette marge-là. Tu sais, pour voir le dossier comme un ensemble. De là, tu sais, on parlait hier dans les comités d'experts, là, on n'est pas trop consultés. C'est un peu à gauche pas à droite, puis il n'y a pas personne qui se parle. Là. Mais tu sais, on a à avoir un débat de société, puis je pense que l'amélioration des régimes publics, là, c'était ça le punch de tantôt, là, l'amélioration des régimes publics, elle est très importante. Mais ça fait partie de la solution. Mais êtes-vous d'accord qu'il faut quand même se poser des questions et voir des solutions pour les régimes complémentaires? Oui. Bien, c'est ça, au niveau des régimes complémentaires, où ce que je fais le lien, c'est que si moi, je veux m'asseoir pour regarder dans mon régime qu'est-ce que je peux faire pour le futur, si je sais qu'il y a une amélioration du régime public, bien, je vais être prête à la faire. C'est dans ce sens-là. Merci. Monsieur? Mon nom est André Fleury, je suis retraité, je suis du regroupement des syndicalistes à la retraite. Si vous me laissez aller 2 secondes, vous allez voir que je ne suis pas hors d'ordre. Hier, ce matin, on a parlé de la bataille que faisaient les travailleurs de Rio Tinto Alcan, à Alma. Il y a une autre bataille qui se fait actuellement qui est très importante, c'est la bataille des étudiants contre la hausse des frais de scolarité. Ce qui est remarquable, le gouvernement Charest, pas celui qui est né d'aval, mais le frisé, le gouvernement Charest a une approche similaire dans les 2 dossiers, que ce soit la hausse des frais de scolarité ou des régimes de retraite. Une approche qui favorise l'individu, qui privilégie l'individu, à savoir que si les étudiants veulent avoir un diplôme universitaire, bien, il faut qu'ils s'endettent. Si les jeunes veulent se garantir une retraite, bien, il faut qu'ils investissent seuls, l'individu, sans l'apport de la contribution de l'employeur, qu'ils investissent dans la RVER, qu'on appelle entre nous, mais moi je vais dire l'expression complète, parce que les 2 qui étaient en avant, Marie-Josée et André, ils l'ont dit à moitié, mais moi je ne suis pas sur le stage, qu'on appelle la patente à gaz du ministre Bachand. Dans les 2 dossiers aussi, ce qui est remarquable, c'est que c'est les institutions financières qui sortent gagnantes, parce que les prêts des étudiants vont être faits auprès des institutions financières, du bonbon, puisque c'est des prêts qui sont garantis et qui vont rapporter des rendements intéressants, puis le gouvernement a même passé une loi pour interdire de faire faillite personnelle. Les étudiants, il faut qu'ils remboursent. La même chose pour la RVER, c'est les institutions financières qui vont les jouer là-dedans, qui vont empocher grâce à leurs frais de gestion, les frais d'administration qui sont les plus élevés qu'on nous a dit au monde. Est-ce que vous avez une question pour nos panélistes? Je termine par cette question. Effectivement, les panélistes, je n'avais pas parlé à ma connaissance, qu'est-ce que vous pensez de la patente à gaz du ministre Bachand? Ça, à mon avis, c'est le cas type d'une mauvaise réponse à une bonne question ou à une bonne problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que le ministre Bachand a annoncé dans son dernier budget, je pense, moi, que c'est une mauvaise réponse. Il s'adresse à une vraie question, qui est celle de la préparation à la retraite,
Et il arrive avec une solution mi-figue, mi-raisin, qui finalement satisfait personne et qui ne répondra pas au problème. Tout ce qu'il a créé avec son annonce, c'est un nouveau régime volontaire, collectif, entre guillemets, mais qui, à mon avis, ne répond absolument pas à la problématique des régimes de retraite. On ne manque pas de véhicules à caractère volontaire pour la retraite. Je l'ai dit tantôt, les REER existent depuis 1957. Est-ce qu'on avait besoin de créer de nouveaux régimes volontaires au-delà des REER qui existent déjà? Moi, ma réponse, c'est non. Pourquoi le ministre est allé de l'avant avec ça? Je pense parce qu'il voulait montrer que politiquement, il était capable de prendre des décisions puis d'aller de l'avant, mais c'est une mauvaise décision. Si on n'a que ça, dans 5 ans ou dans 10 ans, je suis convaincu, on va pouvoir se rasseoir ici, faire le bilan de la situation. Et à la question, est-ce que la patente du ministre Bachand a répondu au problème? Notre réponse, ça va être non. Et si on ne fait que ça, dans 5 ans ou dans 10 ans, on va être encore en train de se demander qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer les régimes de retraite. Alors, c'est une mauvaise idée. Ça n'aurait pas dû être annoncé. C'est une mauvaise solution. Je suis convaincu de ça. Merci. Monsieur? Bonjour. La première, elle n'est pas de moi, des deux confrères à la table. Y aurait-il moyen de changer Jean Charest pour Jean Charest? Peut-être que ça pourrait nous aider pour le futur. Il changerait peut-être, par exemple. La deuxième, madame, tantôt, quand vous mentionnez que peut-être que dans le futur, on devrait regarder quand il y a pas assez d'argent, peut-être de ne pas indexer les rentes garanties. Vous savez, il y a 2 ans environ, de ne pas indexer une année précise la rente qui était garantie pour se donner une marge de manœuvre. Si on avait fait les choses, est-ce qu'on ferait les mêmes choses aujourd'hui qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire de garantir les choses sans avoir de marge? Je ne pense pas. Et en posant la question, par donnant réponse, je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Quand vous disiez tantôt qu'on ne les a pas indexés, est-ce qu'on devrait indexer quand on n'a pas d'argent? Il y a 2 ans, à l'Université de Montréal, l'IPC était négatif. Les retraités ont été indexés à 0. Ils n'ont pas crié parce qu'ils savaient que l'IPC était à 0. Quand il n'y a pas d'argent et qu'on ne les indexe pas, ils vont crier. Mais si l'IPC est à 0, c'est correct qu'on ne les indexe pas. À un moment donné, je pense que vous avez semé une graine qui devra grandir. Quand, Jean, tu parles à un moment donné des régimes de prestations déterminées où il faut les défendre, ce matin, je l'ai dit, puis je vais le répéter, si les centrales ne poussent pas dans ce sens-là, on n'ira pas loin. Et je ne pense pas que dans les discours qu'on a partout, tout ce qu'on entend parler, c'est de transformation de régime de retraite, pas de sauver nos régimes de retraite. Moi, ça me dérange. Est-ce qu'un parmi vous a quelque chose à ajouter aux commentaires de monsieur? Bon, moi, ce que je rajouterais, c'est que les efforts qui sont faits en transformant les régimes, un des grands objectifs, c'est de convaincre les deux parties, parce qu'il faut aussi convaincre des participants, il faut convaincre les employeurs que nos régimes à prestations déterminées doivent être là pour demeurer. OK? Et je pense que l'emphase sur la sauvegarde de nos régimes de retraite, OK? Je suis d'accord qu'on doit la mettre. Est-ce que, dans quelle mesure qu'on l'a mis jusqu'à maintenant, je ne saurais dire, OK? Mais je pense qu'on a une belle opportunité aujourd'hui, une belle opportunité avec cette prise de conscience d'aller de l'avant et d'agir. Et si vous voulez sauver vos régimes de retraite, moi je pense, vous êtes des preneurs de décision, bien, vous allez d'abord avoir à agir dans votre milieu. Et si dans votre milieu, vous attendez le renouvellement de votre convention collective, je peux comprendre que c'est plus sécurisant, mais si vous l'attendez, peut-être que là, on pourrait douter ou peut-être que vous n'auriez pas compris à quel point la situation est urgente. Monsieur? Bonjour, mon nom est Michael Doiron de TCA 2889. Vous tous ici, vous avez posé la question suivante. Comment assurer la pérennité de nos fonds de pension? Le sujet de ce séminaire est de promouvoir la sécurité financière en augmentant la RRQ, tout ça. Moi, je crois qu'une des meilleures solutions qui pourrait beaucoup aider, c'est de changer l'approche
que vous avez d'aborder autant les jeunes, vous tous ici, puis toutes les couches de la société. Je crois, puis ça, j'en ai fait l'expérience moi-même avec d'autres groupes de jeunes, des gens de votre âge et des gens à l'extérieur des milieux de travail. Tout est dans l'approche. Qu'est-ce que vous entendez par tout est dans l'approche? Tout est dans l'approche parce que si, avec l'approche que moi, exemple, je me suis fait approcher pour prends un REER ou un PD, OK? Moi, je l'ai compris, mais la plupart de mon groupe d'âge ne veulent pas le comprendre, souvent, OK? Puis, à cause de ça, vous aurez bien beau leur donner les meilleurs arguments au monde, le message ne passera pas, ils ne l'enregistreront pas, puis ils ne voudront rien savoir parce que l'approche que vous l'avez faite, ça fait une barre, ça fait vidange. C'est peut-être un peu généraliste. Je veux bien comprendre, là. L'approche proposée à matin, vidange? Un peu, oui. Regarde, amène-moi ta gang de jeunes, là, puis on va discuter, puis on passera un vote après. Ah oui, non, Puis tu vas voir que cette gang de jeunes-là... Je parlais pas de... Tiens. OK. Puis tu vas voir que cette gang de jeunes-là, quand Normand parle de sauver les régimes de retraite, Oui. là, c'est clair que la sauvegarde, ça doit passer par les jeunes. Oui. Il a mentionné que les jeunes n'étaient pas là. Bien, il faut aller les chercher, les jeunes. Oui. Puis ça, il faut aller les chercher. C'est pas juste un régime de retraite, vous le savez, vous le vivez. Il faut aller les chercher dans notre structure syndicale aussi. OK? Puis ça, c'est excessivement important. OK? Mais tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi. Si on n'est pas capable d'amener nos jeunes à comprendre à quel point c'est important, mais ça, de toute façon, c'est... Regarde là, les jeunes, c'est des jeunes, OK? Ici, là, il y a... Levez donc la main, ceux qui ont en haut de 45 ans. Ben, je le savais, là, je l'ai pris bas. Vous êtes plus jeunes, OK? Mais quand vous étiez jeune, là, vous pensiez-tu que les régimes à prestations déterminées, que ça valait quelque chose? Non! Donc, alors maintenant que vous le saviez, que vous pensiez ça, bien, c'est à vous autres de trouver une façon de les amener. Il va falloir investir un peu de temps, puis d'énergie, puis d'argent pour aller les chercher. Bien, dans ce sens-là, OK, merci de l'intervention, puis je trouve que ça va aller bien. Oui. Puis-je vous donner mon exemple, que Bien moi, sûr. j'ai trouvé la manière d'attirer des gens que, bon, ils ne travaillaient même pas, là, puis il y avait dans une vingtaine d'années, puis en même temps, j'ai réussi, étrangement, ça marchait avec certains plus anciens que, comme, attendez une seconde, là. M. Daniel Larose a mentionné que même certains anciens n'étaient pas au courant de leur fonds de retraite. OK, il y a dans l'approche, exemple, excusez-moi. On respire. Non, je parce que là. OK. Si, exemple, dans votre affiche, la sécurité financière, au lieu de mettre à la retraite, vous mettez rien pour tout âge. OK? De un, mettre le mot retraite dans une affiche, il n'y a presque aucun jeune qui va vouloir tourner la page. Par contre, si vous mettez pas le mot retraite, pas le mot finance, pas le mot placement, vous mettez la sécurité financière à tout âge, l'affaire de tous et toutes, il y en a peut-être beaucoup plus qui vont aller ouvrir le pamphlet. Puis à la fin, si vous mettez « Ah, c'est grâce au REER, c'est grâce au PD, c'est grâce au CD », là, oui, ils vont comprendre, ils vont enregistrer parce que l'approche positive, puis on s'est tellement fait brainwasher par les REER qu'on ne veut plus en entendre parler, mais on ne sait même pas ce que c'est. OK, moi, oui, là, j'ai compris, mais je parle pour ceux qui n'ont pas eu la chance de comprendre. Exemple, pour le PD, là, ou pour les REER. Si vous dites, au lieu de parler, bon, pour la retraite, pour le vieux âge, au lieu de mettre une image d'un personnage de 45 ans, au lieu de mettre un jeune qui va acheter sa maison à 25 ans, si vous mettez cette image-là, le jeune de 25 ans va se sentir concerné, puis il va dire « Ah, je pourrais acheter ma maison. » Puis là, il tourne la page, il dit « Ben, prends-toi des REER, tu vas l'avoir. »
Là, il va vouloir en prendre. Même chose pour le PD, même chose pour la promotion de votre augmentation de la ARQ. Si vous changez un tant soit peu, peut-être par la psychologie inverse, l'approche de présentation, je suis sûr que pas juste les jeunes, pas juste vous, mais toutes les couches de la société vont être touchées. Parce que beaucoup de couches de la société sont comme un peu tannées d'entendre parler des syndicats, tannées d'entendre parler des gens de la fonction publique qui ont des super fonds de pension. On ne veut plus en entendre parler. Fait que dès qu'on vous approche comme ça, ça fait poubelle. Tandis que si on approche de manière peut-être un peu plus simpliste, peut-être un peu... Alors, j'ai peut-être le malheur de vous dire que vous allez devoir investir dans une meilleure information à donner aux participants, incluant aussi les participants jeunes. Il y a des sections locales, je le sais, des syndicats qui en ont fait de l'information comme ça, et ça aide à progresser. Mais ça prend aussi, hein, tu sais, malheureusement, je suis un spécialiste, alors je pense que pour transmettre une information aussi spécialisée que celle-là, ça prend aussi des spécialistes avec qui vous vous sentez confortable. Puis je suis d'accord que c'est une orientation à prendre pour amener nos gens, nos membres, à comprendre la beauté de nos régimes à prestations déterminées. Monsieur. Il n'a pas eu l'occasion de s'en aller, là, lui. Bien, mais est-ce que vous avez terminé votre intervention? Juste, 2 secondes. Juste pour vous dire, toute l'information que vous donnez, on est capable de la comprendre. Elle est importante, puis il faut que vous la donniez. C'est juste, peut-être dans la manière de la présenter, juste avant, je crois que c'est là le flop, autant pour les REER que pour ça. C'est ça qui va tout changer, d'après moi, sérieusement. Merci. Merci. Ouais, merci. Monsieur Charest, vous vouliez répondre à ça? Bien, rapidement, c'est un bref commentaire, mais la question des régimes de retraite, c'est une question qu'on pourrait appeler intergénérationnelle. Alors, je suis tout à fait d'avis qu'effectivement, il faut réussir à faire, il faut faire beaucoup de travail d'éducation, mais il faut réussir effectivement à montrer aux plus jeunes que ça les touche aussi, ça les concerne aussi, cette question-là. C'est pas un travail facile parce qu'évidemment, quand on a 20 ans, 25 ans, je ne suis pas convaincu que la question qui nous excite le plus à cet âge-là, c'est la préparation de la retraite. Mais il y a un travail d'éducation et d'éducation syndicale qui est très important parce que c'est une question intergénérationnelle. Et un des risques, à mon avis, du débat public qui a cours actuellement, c'est qu'on tente d'associer trop souvent la question des régimes de retraite à une catégorie particulière de travailleurs qui sont les boomers. C'est comme si on disait, les baby boomers, eux, se sont construits des régimes de retraite. Et puis là, ils ont des problèmes avec ça, et puis ils vont se sauver avec la caisse, comme on dit souvent. Mais bon, dans quelques années, ils ne seront plus là. Et là, on va passer à une autre génération qui, elle, va se préparer beaucoup plus de manière individuelle à leur retraite, et ainsi de suite. C'est une fausseté. C'est une fausseté, c'est une erreur monumentale. Il faut penser la question de la retraite comme une question intergénérationnelle. Il y a toutes sortes de groupes d'âge là-dedans, il y a toutes sortes de catégories de cotisants. Il y en a qui sortent du régime, il y en a qui rentrent dans le régime, il y en a qui vont payer longtemps, il y en a qui vont retirer des prestations. Il faut que c'est un système qui fonctionne de cette manière-là. Et effectivement, s'il n'y a pas de jeunes, et si on n'arrive pas à convaincre les jeunes de l'importance de se battre pour ces régimes-là, là, on peut être convaincu qu'il n'y en a pas d'avenir pour les régimes de retraite. Dernière question, monsieur. Bonjour, Daniel Houd, Métallo 9700, Aluminerie de Bécancour. Comme dirait dans les amateurs de sport, je vous félicite pour votre émission. C'était très intéressant de voir différents points de vue. Moi, ma question s'adresserait à Mme Lamarche. Les deux autres personnes ont touché au point de l'amélioration des régimes des rentes du Québec. Et j'aurais aimé savoir l'opinion de Mme Lamarche là-dessus, s'il vous plaît. C'est pas une mauvaise idée, l'amélioration du régime de rente du Québec. La seule chose, il y avait quelqu'un qui mentionnait, sachant que l'amélioration du régime de rente du Québec, ça va donner un break, là, ce régime complémentaire de retraite, mais il ne faut pas oublier que si on augmente le régime de rente du Québec, il y a quelqu'un qui va payer plus pour ça. L'employeur va certainement avoir payé plus. Et moi, ce qui me fait peur quand on améliore les régimes publics, c'est un peu comme on a fait quand on l'a instauré, le régime de rente du Québec, parce qu'on n'a pas chargé le vrai coût, là.
Puis les vrais coûts, étant donné l'état de la population, ça coûte cher, les régimes publics. Ça fait qu'il y a toujours... j'ai une inquiétude à ce qu'on sous-estime le coût puis qu'on fasse changer de pelle, là, comme tu dis, là, qu'on repelle des coûts. Mais on va prendre des actuaires. Oui, mais les actuaires disent quoi faire au gouvernement puis ils coupent le chiffre en 3, tu sais. Les actuaires donnent le vrai chiffre, là, mais le gouvernement décide de ce qu'il veut faire avec son programme public par la suite, là. Mais non, je ne suis pas contre une amélioration du régime de rente du Québec. Est-ce que, pensez-vous qu'une fois que j'ai dit ça, on va m'applaudir? Applaudissez-la donc! Je pense qu'elle mérite une bonne main d'applaudissement. Bien alors, j'espère que ça vous a plu. C'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, panélistes. Extrêmement intéressant.